prix de l'électricité, ce qui aurait un impact sur les ménages, et d'autant plus les plus précarisés. Il y a énormément de familles en Belgique qui souffrent de précarité énergétique, mais il y aura aussi un problème pour les industries ou même les PME. Est-ce qu'il y aura réellement une augmentation du prix, et est-ce qu'on peut essayer de l'empêcher, Ronnie Belmans? J'ai ici sur mon mobile pris les prix d'électricité de demain. Aujourd'hui, excusez-moi. Le prix d'électricité en Allemagne est de 110 euros par mégawattheure. En Belgique, 116. En France, 110. En Italie, 145 euros par mégawattheure. Prix normal, c'est une année 45 euros par mégawattheure. Le prix est le prix européen. Toutes nos centrales nucléaires sont en fonction maintenant. Ça donne rien. Ça donne rien sur le prix européen. Le prix est fixé en Europe. Maintenant, il est très haut. On sait pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de centrales nucléaires en France qui sont en réparation et tout ça. C'est normal. Le prix de l'électricité n'a rien à voir avec les deux centrales nucléaires ouvertes ou pas. C'est quantité négligeable sur ces pays-là. Le prix le plus haut était, il y a 2 jours, était le prix dans ces 4 pays, Benelux, Allemagne et France, était en France. Ça se fait. On a fait le calcul chez Énergieville. Si on ferme oui ou non, les 2 centrales restantes, ça donne peut-être un changement de prix, mais on n'est pas sûr. Ça dépend du prix du gaz et tout ça. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. À peu près, peut-être 1 euro par mégawattheure. Pour à la maison, le prix chez vous est à peu près 300 euros par mégawattheure, avec la distribution, taxes et tout inclus. Bon, je ne dis pas que c'est 1 euro de quantité négligeable. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça, point à la ligne. On ne doit pas le nier. Mais économiquement, ça ne fait rien. Et si on a de plus en plus de renouvelables, si on fait le forcing sur les renouvelables, le prix va diminuer. Parce que le prix marginal, le coût marginal des renouvelables est 0. Et s'ils font le marché en renouvelables, on a les prix 0 ou négatifs, et ça heurte le marché. Le futur ne sera pas le même qu'aujourd'hui, mais dans le système qu'on a, le prix pour le mégawattheure, le prix des mégawattheures en Europe ne sera pas influencé par le 2 gigawatts fermé ou pas fermé. Merci, c'était on ne peut plus clair, je pense, et très rapide comme question. On peut passer du coup à la dernière et pas la moindre partie de cette conférence, qui est donc « Et demain ? Quel système énergétique demain ?» Donc c'est une question un peu plus large. On sait notamment qu'on devra aller vers de l'électrification, donc beaucoup plus de voitures électriques notamment, aussi des pompes à chaleur dans les ménages, enfin chez les ménages. Est-ce qu'on arrivera à répondre à ces différents besoins avec le renouvelable? C'est une question qu'on pose très souvent. Et j'aimerais bien pour ça introduire aussi dans le débat une phrase qui vient de Ronnie Belmans, qui a été publiée dans l'Écho en avril 2016, qui était « N'en faites pas trop, donnez-nous un cadre clair et à long terme et ne vous occupez surtout pas du choix technologique ». Cette phrase était dirigée à la ministre à l'époque de l'énergie, qui proposait différents choix technologiques pour assurer la transition. Et donc la réponse était « Donnez-nous juste un cadre clair et la technologie, les choix technologiques se feront d'eux-mêmes ». Voilà, c'était la phrase d'introduction pour vous laisser tous les trois parler 2 minutes chacun, plus ou moins. Allez, un peu plus si vous en avez besoin, mais pour laisser aussi du temps en question. Pour parler du système de demain, quelles énergies renouvelables, pour quels besoins? Voilà, Arnaud, si tu veux commencer. Bon, je commence. Alors, déjà, on va tous se tromper. Ça, c'est la première réponse, hein, c'est sûr. Alors, s'il y a une chose où on est très mauvais en tant qu'humain, c'est de prévoir le futur. Alors, surtout en matière d'énergie, il ne faut pas aller voir trop les rapports du passé, sinon on est déprimé. Ça, c'est clair. Première chose. Juste une petite micro-remarque sur les coûts. Dans tous les scénarios,
le coût du système énergétique dans les prochaines années va augmenter parce que, et ça c'est les études d'énergie ville le montrent bien, parce qu'en fait on change de système énergétique, donc on investit. Donc forcément, c'est pas une question de nucléaire ou pas de nucléaire, on va devoir investir dans le réseau, dans les capacités, dans le stockage, dans tout ça. Ça va avoir un coût, ça va augmenter. Et donc ça, il faut quand même que les citoyens soient préparés. Il va falloir payer ça aussi. Et ce n'est pas une question de nucléaire, c'est une question de nouveaux systèmes énergétiques et du fait qu'on a peu investi dans les dernières années. Voilà, ça, juste une petite précision qui m'a l'air importante pour ici. Alors, demain quoi? En fait, les chiffres, on s'en fiche. Je pense que ça, c'est important. On va vers le renouvelable, qu'on le veuille ou non, quoi qu'il arrive, parce que c'est le moins cher et c'est la meilleure opportunité économique, écologique qu'on a pour le moment sur la table. Ça, il n'y a pas photo. À quel rythme? Franchement, l'avenir nous le dira. Ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est important en tant que citoyen, c'est la relation à l'énergie. Comment est-ce qu'on envisage, enfin c'est ce que j'ai envie d'apporter ici, c'est comment est-ce qu'on envisage notre relation à l'énergie, parce qu'on passe d'une énergie invisibilisée, totalement quelque chose qu'on ne ressent pas, ces lampes sont là, voilà. D'où ça vient, comment ça arrive à nous, on n'a aucune idée, à une énergie qui doit être revisibilisée. En partie, alors il y a une partie qui sera apportée sous forme de molécules et tout ça, comme disait M. Bellmans, mais en partie, on va beaucoup plus voir nos productions, les renouvelables, l'éolien, le PV, tout ça, ça va susciter pas mal de débats, et la distribution et le transport. Enfin, il y a toute une série de choses qui vont changer, et je pense que ça peut être une bonne chose, parce qu'à force de ne pas avoir l'énergie qu'on consomme, on finit par ne pas du tout savoir qu'elle a un coût économique, mais aussi et surtout un coût écologique. Et là, j'ai plutôt envie de voir l'aspect positif de cette visibilisation de notre énergie qui va changer, je l'espère, et ça c'est peut-être l'enjeu de société numéro 1 sur l'énergie, c'est nous comment en tant que citoyens on passe de ce statut de « oh, c'est allumé ici » au statut de « ok, cette énergie est là, j'ai une responsabilité en tant que consommateur, le déplacement de la demande, est-ce que je consomme mon énergie à n'importe quel moment, même un soir d'hiver où on n'a pas de soleil et tout ça, effectivement. Il y a vraiment des vraies réflexions qui devraient avoir dans un confort qui restera super haut et qui ne sera pas remis en question, mais en tout cas un changement culturel, un changement de paradigme dans la relation dont on voit les choses. Ça ne viendra plus du pétrole du sous-sol du Moyen-Orient, mais ça viendra beaucoup plus de par ici. Merci beaucoup. Monsieur Bellmans, un mot sur le système énergétique de demain. Comme j'ai dit, le système énergétique de demain doit offrir une vie plus confortable, plus acceptable pour les gens. Première chose. Énergie plus confortable et plus acceptable. Vis-à-vis du coût, je ne suis pas d'accord avec M. Collignon. Ce ne sont pas les coûts. On a besoin des investissements. On aura besoin des investissements aussi si on resterait avec le pétrole. On aura besoin de nouveaux diesel Euro 7, 8 et 9 pour diminuer la pollution locale. On aura besoin toujours dans le système énergétique. On a fait, il y a 20 ans, on a fait presque rien. Et c'est ça qu'on paye maintenant dans les investissements. Et je ne suis pas d'accord d'appeler ça des coûts. C'est une chose tout à fait différente. Les coûts, au moyen terme, vont diminuer. Si on fait des investissements dans la rénovation des maisons, les coûts vont diminuer. Mais on investit, on augmente la valeur des maisons. Si on fait l'investissement dans une voiture électrique, avec une temps de vie qu'on voit maintenant pour les batteries de 20 ans, on va avoir un investissement dans une voiture qui est nettement moins d'avoir les 2 diesels dans la même époque avec le pétrole. C'est ça qu'on va voir. On va voir une
la population va voir un système nettement plus durable dans le sens financier, que les investissements seront là pour plus de temps, seront là pour donner le confort nécessaire, le transport et tout ça aux gens directement. Deuxième chose, à l'international, on va voir l'importation des molécules, comme j'ai dit. Il y aura l'électricité européenne et l'importation des flux en molécules. Et ça sont les deux grandes données. Mais certainement pour les gens locaux, ce ne sont pas les coûts, ce sont les investissements. Qui doit les faire, je ne sais pas. Ce sont des choix politiques. Si ce sont les investissements communs ou ce sont les investissements privés, ça sera moins parti. Mais si on les fait, on arrivera à une communauté nettement plus confortable, nettement plus acceptable pour les gens à long terme. Et je vais quand même poser une petite sous-question parce qu'elle est quand même très très fréquemment mise dans les médias et elle intéresse pas mal de personnes. Est-ce que si on électrifie tous nos véhicules, on arrivera malgré tout à avoir suffisamment d'électricité? Elle est simple. Mais oui. Il y a j'ai un petit problème, pas de problème. Je suis arrivé en électrique ici et je ne trouve pas de chargeur pour ma voiture. Mais bon, je fais le retour, il n'y a pas de problème. Mais soyons clairs. Si on utiliserait pour toutes les voitures électriques en Belgique, pour toutes les voitures d'électricité, si on fait si on parcourt les mêmes distances, on augmenterait la demande d'électricité par 20%. 20% très bien contrôlé. Ça veut dire, s'il y a trop de vent pour utiliser pour d'autres choses, on charge les batteries. Si on a moins, on décharge les batteries. Une voiture est une batterie parfaite pour la flexibilité, pour avoir la flexibilité. Juste pour vous dire, les 20%, ça ne pose pas de problème. Et deuxième chose, ça apporte beaucoup. On peut installer nettement plus de renouvelables. Juste pour vous dire, je vais vous donner un exemple. Je m'habite à Malines, à peu près. C'est 80 km jusqu'à Genk. Ça me prend 10 kWh. Je me rends à Genk et je me remplis ma batterie au boulot. Je fais le retour à la maison. J'ai encore 50 kWh dont je ne fais pas, dont je prends 10 kWh pour ma batterie à la maison. Mon épouse peut faire tout ce qu'elle veut pendant toute la journée avec ses 10 kWh. Je fais le retour aux travaux, je remplis ma batterie et je charge. J'ai toute mon électricité à la maison vis-à-vis de l'électricité au boulot. C'est incroyable ce que ces batteries d'une voiture peuvent faire. Une batterie d'une voiture a 5 ou 6 fois plus de capacité que la demande à la domestique. Juste pour vous dire ce que ça représente. Les gens ne comprennent pas ça. Et donc l'enjeu, ce n'est pas la voiture, mais c'est bien d'installer des panneaux solaires sur le parking de votre boulot. Ils sont là, on a déjà 400 kW sur le toit, ça ne peut pas de problème. Mais juste pour vous dire, le chargement des voitures électriques, c'est fait par nos calendriers. On arrive au boulot, c'est indiqué combien d'heures on est là, et on est rechargé en retournant à la maison. Quand on a rechargé, on ne sait pas. Mais ça sont les choses qu'on doit développer. Ça sont les nouveaux produits qu'on doit installer. C'est tout confort, tout amusant. Je m'amuse dans mon boulot, heure par heure. Je peux rajouter un micro-truc super rapide. Il y a un truc qui est absent du débat sur les voitures de société, l'électrification et tout ça. Et nous, on le regrette très fort. Un petit véhicule électrique, c'est 15 kWh au 100. Un gros véhicule électrique, c'est jusqu'à 30-35 kWh au 100. Et donc, là, il y a vraiment... ne recommettons pas la même erreur qu'on est en train de faire avec le thermique. Et là, c'est vraiment un débat sur les voitures de société. Électrifions-les, oui, mais
diminuons la taille. Et c'est totalement absent du débat aujourd'hui et c'est vraiment très regrettable. Merci Arnaud, effectivement, c'était important de le dire. Samuel, un mot de la fin et puis on va avoir 10 minutes pour les questions. Ok, 3 mots de la fin parce que j'ai envie de rebondir sur 3 phrases très très importantes que vient de dire le professeur Belmans. D'abord, en 20 ans, on n'a rien fait. Rendez-vous compte, c'est dingue. Moi, en 2003, quand la loi sur la société nucléaire a été votée, j'avais 14 ans. Et j'étais, non, je n'étais pas ici, c'était à Borzay à l'époque, tout jeune militant d'écologie. Aujourd'hui, j'en ai 32, je siège comme député fédéral, et on est encore sur la même fixette du débat sur la prolongation ou non de réacteurs nucléaires. Et je vous le dis franchement, il y en a plus que marre. Parce que ces tergiversations politiciennes et ces polémiques à 2 balles ont un coût pour notre système énergétique et freinent la transition dont nous avons aujourd'hui tant besoin. 2, vers où devons-nous aller? Je pense que le mot-clé qui a encore été prononcé par le professeur Belmans, c'est flexibilité. Nous devons sortir d'un système très statique et aller vers vers un système beaucoup plus interconnecté, beaucoup plus flexible, où nous pouvons effectivement consommer de l'électricité quand il y en a en abondance, mais aussi pouvoir dire aux industriels, attention, baissez votre consommation parce que nous avons moins de production. Aussi beaucoup plus d'interconnexion en Europe, on doit essayer d'arrêter de penser le problème de la transition énergétique en vase clos, comme si la Belgique était une petite île au milieu de nulle part. Non, nous pouvons tout à fait profiter du solaire en abondance dans les pays du Sud, par exemple en Espagne, mais aussi de l'éolien offshore bon marché du nord de l'Europe au Danemark. Et puis, troisième chose, et c'est un vieux slogan écologiste, mais j'ai envie de terminer par là, la consommation. Moi, mon rêve comme écologiste pour dans 20-30 ans, c'est pas de voir que des voitures électriques dernier cri pour remplacer les bagnoles diesel et essence de maintenant. Je pense que c'est important de terminer par là et de dire qu'il n'y a pas que la production, mais qu'on peut aussi penser à une consommation beaucoup plus rationnelle de l'électricité, de l'énergie, et donc aussi baisser par là, parce que, encore une fois, l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est évidemment celle que nous ne consommons pas. Merci beaucoup donc, pour ces mots de la fin. On a quelques minutes pour les questions et les réponses, donc n'hésitez pas à lever vos mains. Oui, on n'a pas de micro, mais donc vous pouvez aller jusque-là et poser la question. Pardon. Bonjour. Je voudrais pointer une phrase que Arnaud Collignon a dite tout à l'heure. Il est naïf et mensonger de dire que le nucléaire nous sauvera des problèmes climatiques. Et pourtant, cette simplification malhonnête, elle est crue. Et donc, un des enjeux, au-delà des dimensions techniques que vous avez abordées dans le débat, c'est comment est-ce qu'on peut travailler cette question en termes de communication vers l'opinion publique. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question. Oui, madame. Mais essayez de parler dans le micro quand même, comme ça on... Ouais. Oui, on enregistre, c'est en ligne aussi. Donc on peut déjà répondre à cette première question le temps que mademoiselle se prépare et ensuite... qui veut répondre? Arnaud peut-être? Oui, on a un problème de communication à l'heure actuelle. Mais les cycles de la communication sur le nucléaire sont terriblement prévisibles et tristes. On a un accident, l'opinion publique est contre le nucléaire, et puis le temps passe et l'opinion publique reshift au fur et à mesure. Et puis malheureusement, et je ne le souhaite évidemment pas, un accident reviendra. Je refais malheureusement le pari. Et de nouveau, l'opinion publique reshiftera. C'est évidemment pas l'idéal pour après faire une politique, mais particulièrement dans le monde francophone, on a un gros déficit de leaders d'opinion. On a un leader d'opinion très dominant dans les médias francophones qui est extrêmement vocal, et on n'a pas de diversité des points de vue pour le moment dans la presse. Et ça, c'est vraiment le premier truc. Et on est en train de perdre. Allez, nous, en tant qu'ONG, on ne fait pas notre boulot. Hein. On est en train de perdre ce débat pour le moment. D'une manière très claire, et c'est vraiment extrêmement interpellant. Merci pour cette réponse. On va prendre une seconde question. Du coup, merci Aurélie Maréchal, merci déjà pour vos interventions. J'ai appris beaucoup. Et en fait, j'ai une remarque qui fait un peu un lien avec ça et une petite question
qui en fait est une grande question. Non, ma remarque, c'est sur la communication des écologistes. C'est très problématique d'aujourd'hui entendre, parce que c'est ça le discours qui arrive, on va remplacer le nucléaire par le gaz, parce que c'est ça qu'on entend. Alors même si c'est déformé par les médias, il y a encore plus de boulot, je pense, à faire sur le fait d'éviter que ce message passe, parce qu'il est incompréhensible, c'est vraiment important. Et du coup, ma question, c'était plus de manière générale, j'étais sensible à l'argument du dogmatisme, et je trouve qu'aujourd'hui, vous avez donné justement des arguments extrêmement factuels, techniques, financiers, qui permettent de déconstruire le rôle du nucléaire en Belgique sur les centrales existantes, super. Mais donc, comment est-ce qu'on fait l'argumentation non dogmatique sur le nucléaire en général ? Et je pense que notamment dans la sphère francophone, j'imagine que vous faisiez référence à Jancovici. Ah ben voilà, mais moi je pensais à Jancovici, qui est quand même très très écouté aussi dans le monde francophone, et qui a des arguments pro-nucléaires qui sont extrêmement rationnels. Et donc je pense qu'ici, c'était super intéressant d'avoir le débat belgo-belge qui est très spécifique, mais voilà, le climat ne s'arrête pas aux frontières belges. Et donc comment est-ce qu'on justifie de refuser le nucléaire en bloc avec des arguments qui ne sont pas dogmatiques de manière générale, quoi. Merci Petite pour cette question pour la fin. Merci beaucoup. On va laisser Monsieur Bellmans répondre. J'ai aucun dogme dans la discussion énergétique. Pour moi, le nucléaire est relativement simple. Les deux centrales existantes, comme on a montré, c'est des quantités négligeables. Bon, on doit faire le choix politique, c'est à eux, pas à moi, de faire le choix et avancer les choses. Est-ce qu'on doit parler du nucléaire dans le futur? Il y a deux horizons de temps. Le premier horizon de temps, c'est les 20 années qui viennent. Les 20 années qui viennent, on doit le faire avec la technologie nucléaire existante. C'est le EPR, c'est la technologie franco-allemand qu'on est en train de construire en Finlande, en Flamanville et à Hinkley Point. Extrêmement cher, ça prend du temps, des horizons de temps de 13, 15, 20 ans. C'est impayable. Ce sont des investissements massifs que personne ne va faire sans subside massif pendant des dizaines d'années. Hinkley Point, 35 ans de subsidiant, de prix garanti, 106 € par mégawattheure. Si on voit maintenant le offshore, ça a un prix de 30 € par mégawattheure. Centrale classique, les 20 années qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Je ne sais pas. Je suis power engineer, électricien pur sec, énergétique, je ne suis pas nucléaire. Ce que je lis, c'est toujours des études. Les Chinois disent des choses, mais on ne sait rien. Mais je n'ai pas vu une centrale, une dessin des centrales qui est clair. Il y a 6 ou 7 différentes lignes de pensée dans les centrales avancées de génération 4. Pour les spécialistes à MOL, avec qui je discute beaucoup, ce n'est pas clair quel des 6 sera là. Pour eux, c'est clair, c'est Mira, c'est leur choix. Si je discute avec mes collègues à EDF, c'est le microcentrale d'EDF. Si je lis Bill Gates, c'est 500 centrales. Mais il n'y a aucune des centrales de cette taille-là, de cette nouvelle génération, qui est déjà claire. Maintenant, timing. Après le dessin fondamental, on doit construire un prototype. Ça prend 5 ans pour le mettre sur fichier, 10 ans pour le construire. C'est 15 ans.
on doit expérimenter avec ça. 5 ans, c'est 20 ans. Si c'est un succès, on doit construire le premier à taille vraie. Après ça, on est 30 ans pour voir si c'est techno-économiquement prêt pour le mettre en masse sur le marché. Ça veut dire, on est maintenant 21, plus 30, je ne serai peut-être là, mais je ne suis pas sûr que même si je sois là, je vais le connaître. Mais soyons clairs, ça ne fait pas partie de transition, le nouveau nucléaire, des nouveaux types centrales nucléaires, ne fait pas partie de transition énergétique qu'on voit maintenant. Je ne dis rien sur si on doit faire de la recherche sur le nucléaire, oui ou non, mais soyons clairs, ça ne fera pas partie du grand transition qu'on va voir maintenant. Et c'est ça qui est important. On doit le faire avec les moyens tels qu'on a. On peut rêver d'autres tools, mais bon, si ça n'existe pas, ça n'existera pas dans les 30 ans qui viennent. Alors qu'il y a aujourd'hui des technologies qui sont disponibles et qui peuvent nous aider à décarboner pour 2050. J'en profite pour rappeler que 2050, c'est le moment pour lequel on aura besoin de décarboner au plus tard l'Europe pour atteindre les accords de Paris, les engagements des accords de Paris, donc 1,5, maximum 2 degrés de réchauffement climatique, qui aura déjà des conséquences désastreuses, donc au plus tard 2050. C'est toujours ce qu'il faut avoir en tête comme date. On avait une dernière question, je pense que tu avais levé la main. Puis madame, et puis on arrêtera, oui. Oui, s'il vous plaît, c'est enregistré, désolé. Oui, ben d'accord. D'ailleurs, pardon. Je remercie nos intervenants parce que je trouve que le débat était vraiment, la conférence était vraiment intéressante. Donc on apprend beaucoup de choses et c'est important. Mais ma question, elle n'est pas liée au nucléaire, elle est liée à cette promotion que vous faites des batteries. Et qu'est-ce qu'il en est de l'épuisement du lithium ou d'autres matières qui devraient servir à fabriquer des batteries, voilà. Parce que c'est bien de penser à voitures électriques et tout à l'électricité décarbonée, sans énergie fossile, mais comment est-ce qu'on va tenir le coup et combien de temps, surtout, voilà. Je pense qu'on va redonner la parole à M. Belmans, le plus rapidement possible pour la réponse. Clairement, lithium ne fait pas de problème. Il y a lithium abondant dans le monde. C'est toujours pas par pas. On a premièrement dit on doit éviter le cobalt. C'était le grand problème il y a 2-3 ans. Maintenant, les batteries nouveaux n'ont plus de cobalt. Lithium, ça ne pose pas grand problème. C'est abondant. Et il y a d'autres matériaux qui sont en train d'introduire. La batterie dans 2-3 ans qui va venir, c'est sur sodium. Et sodium, on a trop vis-à-vis de notre santé. C'est le sel. Mais bon, ça ne pose pas de problème. Et on voit toujours la même chose. Les matériaux sont là, mais tous les matériaux sont interchangeables. Ça prend du temps. Et aussi, ce qui est très important, les batteries, premièrement, on a dit, les batteries de voiture vont tenir 30-40 000 km. Maintenant, si on les contrôle vraiment bien, comme on le voit avec le software qu'on a aujourd'hui, on parle des voitures qui tiennent leur batterie pendant 20 ans, 30 000 km par an. On discute déjà des 500 000 km avec une batterie. Bon, ça veut dire que c'est tout ce qui passe. On contrôle maintenant les tubes individuels pour charger et décharger. Ça va très vite et le demande des nouveaux batteries, des nouveaux matériaux sera plus bas, mais c'est à l'exponentielle. On doit tenir compte de tout, mais les problèmes sont moins stringents qu'on pensait au début.
Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder toute la question de l'impact environnemental de la transition énergétique, mais ça ferait partie d'une autre conférence très intéressante, notamment en lien avec l'éolien, qui est aussi lourdement critiqué. On va donner quelques temps de réponse à M. Collignon, qui vient d'associations environnementales, pour voir son avis sur la question. N'oublions jamais, diminution de la consommation. Enfin, il faut pas être naïf. Donc, toute activité industrielle, y compris des activités sur la batterie, sur le stockage, a un impact. Et donc, il faudra essayer de réfléchir à cette relation à l'énergie dont on a parlé là, qu'il faut certainement diminuer. Ça, c'est le préalable à cette question. Après, moi, je suis vraiment pas un technologiste. On me reproche, c'est très souvent, je me suis fait souvent incendier pour être plutôt un décroissantiste, quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit le cas en l'occurrence, mais s'il y a une technologie sur laquelle je suis très surpris par l'avancée et où je suis relativement optimiste, mais je peux me tromper, c'est sur le stockage, où on a vraiment, j'essaie quand même vraiment de suivre avec minutieux, de manière très suivie ce qui arrive et ce qui est présenté comme nouvelle technologie et tout ça. Le stockage semblait une muraille infranchissable il y a 10 ans, si vous m'avez posé la question. Aujourd'hui, je commence à me dire, tiens, ouais, effectivement, est-ce qu'on n'arriverait pas à développer des moyens de stockage qui sont low-tech, donc je pense qu'on y arrivera. Et c'est une bonne nouvelle. Merci. On va reprendre 2 questions, monsieur, et ensuite, là. Tu avais levé la main en premier, donc tu peux te rendre au micro, et puis monsieur. On peut peut-être prendre les 2 questions et comme ça, on pourrait peut-être combiner les réponses. Donc rapidement, un tout grand merci pour tous ces arguments, c'est super pour le débat et ça donne vraiment envie ici de repartir à l'offensive sur le plan du narratif, puisque pour l'instant, effectivement, on est en train de perdre la bataille de la communication. Peut-être encore un élément sur lequel on pourrait un peu se muscler, c'est dans quelle mesure est-ce que la non-prolongation des deux réacteurs peut booster le développement des énergies renouvelables. Parce que ça, effectivement, sur le climat et sur l'enjeu climatique, ça, c'est un élément certainement fondamental. C'est-à-dire la transition énergétique sera largement accélérée si on se passe de la prolongation, en sachant qu'on entend aussi plein de voix, notamment Yankovici, qui a été déjà évoqué, qui disent la cohabitation est particulièrement, tout à fait possible entre renouvelables et nucléaire. Merci. Merci. On va prendre la 2e question. Bonjour. En fait, j'ai deux petites questions. D'abord, je précise que, comme la dame qui a parlé des batteries, nous représentons la SBL du nucléaire qui sera à retrouvailles demain et après, où nous pourrons prolonger le débat. Voilà, donc j'ai d'abord une question pragmatique. Pour le moment, je vois un blocage et un verrou. Le verrou, c'est que Engie se serait engagé à ne pas investir ou aurait des difficultés d'investir dans une prolongation éventuelle. Est-ce vrai? Et le verrou, c'est que au moins 1 ou 2 communes gérées par des représentants de partis qui ne me plaisent pas trop sont en train de saboter les permis ou les octrois de permis. Est-ce qu'il est possible que la possibilité d'installer ces centrales à gaz puisse être un blocage? Voilà. Alors l'autre question, c'est que l'interconnexion des réseaux à grande échelle, j'y crois, mais d'un autre côté, tous ces réseaux ont été inventés d'une manière centralisée, un petit peu dans la philosophie de quelque chose qui s'appelait le centralisme démocratique, qui n'est pas vraiment démocratique. Donc, l'idée de créer des réseaux plus localisés qui permettraient un partage et un stockage à un niveau local d'une commune, etc., est intéressante. Je suppose qu'il y a des gens qui travaillent dessus, bien que je ne fasse pas confiance à un certain professeur d'ici qui a fait de grandes recherches sur les réseaux, mais payé par un distributeur d'électricité bien connu. Donc, il y a peut-être des gens par ici qui travaillent sur la question et qui pourraient me renseigner sur les avancées dans ce domaine. Voilà, bonne journée. Merci beaucoup. Donc, ça nous fait plusieurs questions. Pour la première, je pense qu'on peut écouter M. Belmans. Donc, cette question, est-ce que la prolongation du nucléaire ne pourrait pas aller de pair avec le renouvelable? Normalement pas. Mais si on voit vis-à-vis si on prolongerait, ce qu'on voit, c'est qu'on va diminuer la production des centrales à gaz qui doivent être là quand même. Et si on
diminuent cette production, ils ont besoin de plus de support. Ça veut dire que économiquement, ça ne change rien. Et pour l'investissement dans les renouvelables, ça ne change rien. Ça n'a pas d'impact sur l'investissement sur les renouvelables, ça a d'impact sur les atouts flexibles, les centrales à gaz, qui sont nettement moins utilisées pour les pointes. C'est ça qui est important. Mais il y a une autre chose, si on voit les Fit for 55, on doit faire le forcing pour les renouvelables, et après ça, l'inflexibilité du nucléaire va coûter beaucoup d'argent aux citoyens parce qu'on aura beaucoup l'argent qui touche les gens des renouvelables sera souvent négatif, le prix sera souvent négatif dû à l'inflexibilité. Soit on doit bloquer la production du nucléaire et ça va augmenter le prix du nucléaire qui sera payé aux opérateurs. Si on pousse vers les renouvelables, les deux centrales nucléaires seront en péril par l'inflexibilité. Et la flexibilité sera plus chère parce que c'est moins utilisé. Sur la seconde question, Samuel, si tu as des éléments de réponse. Mais même un peu les deux, et pour conclure, c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est de donner la priorité maximale, évidemment, aux sources de production d'énergie qui coûtent le moins pour l'environnement, et donc au vent et au soleil. Et donc, quand on a beaucoup de vent et de soleil en Belgique, l'idée est évidemment de leur donner la priorité maximale. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a 7 réacteurs nucléaires qui ne sont pas flexibles. Vous ne pouvez pas les moduler. Vous ne pouvez pas faire on-off avec un réacteur nucléaire. Ce serait beaucoup trop dangereux. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il y a parfois beaucoup de vent et de soleil dans ce pays, eh bien, nous devons, et c'est fou, c'est le monde à l'envers, nous devons couper et mettre sur off les éoliennes pour laisser tourner les vieux réacteurs nucléaires. Et donc, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt les académiques et surtout les investisseurs qu'on rencontre chaque semaine, comme Eneco, comme Luminus, comme l'allemand RWE, et eux nous disent, même la prolongation de 2 réacteurs nucléaires nous embêterait véritablement. Et le bureau du plan a chiffré ça, ce serait 100 millions d'euros, plus ou moins, en moins pour les producteurs de solaire et d'éolien. Ce serait 1,3 gigawatts en moins de solaire dans ce pays. Ben oui, parce que c'est assez mathématique, hein, c'est assez arithmétique. Qui dit 2 réacteurs qui restent sur le réseau et qui ne sont pas flexibles, que vous ne pouvez pas faire, vous savez, on-off, et que vous ne pouvez pas démarrer à l'envie, ça veut dire du coup effectivement que vous avez moins de flexibilité sur le réseau. Or, c'est ça que nous devons absolument installer dans ce pays, c'est de la flexibilité pour donner la priorité maximale aux renouvelables. Et je termine pour répondre à Aurélie Maréchal. Ce qui est important, c'est absolument pas de remplacer du nucléaire par du gaz, quelle horreur, c'est de remplacer le nucléaire par le renouvelable. Et ça doit être le maître mot, c'est ça qui doit vraiment nous mobiliser. Le gaz n'est là que comme solution backup flexible pour les pics de consommation dans un processus de transition. Et voilà, je pense qu'on peut justement clôturer là-dessus, sur ces mots de la fin, qui sont tournés vers demain. Merci à toutes et à tous pour vos questions et vos réponses. Merci.